Merci d'être là aujourd'hui pour m'entendre parler de licence open source entre guerre de clochers et radicalité. Voilà. Ça, c'est un nom qui déchire, je trouve, j'aime beaucoup. Je m'appelle Pierre Lapersonne et je suis ingénieur logiciel chez Orange, qui est d'ailleurs des sponsors de diamant de cette édition 2022. Je suis aussi admin GitHub et GitLab, donc c'est-à-dire que j'accompagne les projets lorsqu'ils veulent publier leur code en open source sur nos plateformes GitHub et GitLab. Et je suis dans une région un peu bizarre, on mange beaucoup de canards, on boit du vin, on fait du rugby et on dit chocolatine. Ça par contre je suis jamais habitué en fait. Ça, ça heurte mes valeurs profondes. Et aussi je suis référent open source. Donc c'est-à-dire que une des missions de mon job, ça va être d'accompagner les projets lorsqu'ils veulent publier un code en open source, ou par exemple lorsqu'on a un projet qui va être mis en prod, de faire un audit pour s'assurer que tous les composants ils soient bien d'équerre, qu'il n'y a pas de licence qui peut mettre un petit peu le bazar dans le business ou vis-à-vis du code source. Alors, avant toute chose, c'est pas un cours sur l'open source, parce que sinon c'est pas 45 minutes qu'il va falloir, c'est une semaine. Facile. Ou alors il faut aller directement au FOSDEM ou au Capitole du Libre. C'est pas un cours sur le libre non plus, vous allez voir qu'il y a des différences, sinon ce serait pas drôle. C'est pas un manuel pour sauver une princesse, donc admettons si dans votre boîte vous êtes en grosse galère parce qu'il y a un souci de licence avec une composant, je ne suis pas juriste, je suis pas avocat, je suis dev, donc je peux vous donner quelques clés de lecture, quelques billes, mais si jamais c'est la panique, il n'y a rien de mieux qu'un juriste et vous allez vite comprendre pourquoi. On va prendre un cas d'usage. On va prendre Ada, qui est une dev, et c'est une pote super sympa, mais elle a un gros problème. Dans la salle, est-ce que vous avez des potes, mecs ou nanas, qui sont célibataires depuis longtemps? Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à les caser? Voilà. Elle aussi. Et elle se dit, bon, on va faire un service, genre un truc site de rencontre avec des fronts Android, iOS, avec des backends, des trucs comme ça. Et puis avec des libs un peu partout, comme tout projet. Et elle va tout mettre sur les stores Uvel, l'App Store, Google Play et même F-Droid, parce que c'est cool. Avec un peu d'open source par-ci, open source par-là. D'ailleurs, j'avais fait le titre casemepod.fr totalement au hasard et j'ai regardé sur Google, je me suis aperçu que sur Toulouse, il y a un service presque équivalent qui vient d'être lancé, quoi. Je me suis dit, on a vraiment tous la même idée, quoi. On est vraiment désespérés de caser nos potes, en fait. Mais Ada, elle a un problème. Elle se dit, alors du coup, c'est quoi les meilleures licences open source à utiliser et c'est lesquelles qu'on doit éviter absolument? Pour ceux qui connaissent un peu le monde de l'open source, vous voyez peut-être que déjà la question elle est foireuse. Parce que, on va le voir, la notion de meilleur et de pire, c'est super relatif. Mais cette question-là, on me l'a posée une bonne dizaine de fois. C'était soit des collègues dev, soit des chefs de projet, soit des managers qui me disaient ouais, mais du coup, c'est laquelle la licence qu'il faut absolument éviter? On sait pas en fait. Et on va voir pourquoi. Donc Ada, elle se dit bon allez, elle tape vite fait sur Google, paf paf paf, licence open source. Bon, elle se dit ok, d'accord, il y a des trucs. Souvent, quand on parle open source, on dit que c'est une méthodologie de développement. C'est un truc qui est quand même assez gentil, assez mignon. C'est pas les licences vraiment open source qui vont vous empêcher de dormir. Derrière, on a cet organisme-là, l'Open Source Initiative, qui commence à dater un peu, ça date de 98. Et l'Open Source Initiative a dit, bon, grosso modo, on va définir des critères open source. Il y en a 10. Bon, je ne vais pas tous les citer, parce qu'ils ne nous intéressent pas tous ici. Mais grosso modo, va falloir dire, par exemple, qu'on redistribue le code source du projet qui est sous la licence. On ne fait pas de discrimination envers les personnes, donc tant sur les personnes qui utilisent, par exemple, vos clients, que les devs qui peuvent utiliser votre lib. Ça, vous allez voir, c'est vraiment important. Et on ne fait pas de restrictions sur les usages. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas à dire, je ne veux pas que ma lib soit utilisée sur, j'en sais rien, moi, un truc de cloud, parce que j'adore tout mettre sur mon NAS au cul à la maison, quoi. Bon, voilà, ça, c'est niet. Derrière l'open source, en fait, il y a ce qu'on appelle la notion de copyright. Ça, tout le monde l'a entendu parler. Alors souvent, copyright, ça fait un peu flipper. On se dit, voilà, faut pas que je viole le copyright, etc. Non, en fait, pas du tout. C'est bêtement, en fait, ce qu'on appelle le droit d'auteur. En France, par exemple, le droit d'auteur est inaliénable. C'est-à-dire que si vous écrivez un code source, le droit d'auteur, c'est pour vous. Par contre, la propriété intellectuelle, l'usage de ce que vous avez écrit, souvent, c'est à votre client ou à votre boîte, quoi. Le copyright, d'ailleurs, pour montrer que la licence open source, c'est quand même assez mignon, c'est juste un truc qui est là pour protéger l'intérêt de l'auteur, de la doc ou du code source, pour dire, on va mettre des conditions pour éviter que quelqu'un se revende le truc sans être autorisé. Bon. Mais Ada, elle se dit, ouais, bon, ok, d'accord. Déjà, si vous cherchez licence open source sur Google, vous en allez voir qu'il y en a des centaines. Fait bon,
Moi, j'ai pas envie de réfléchir et de me prendre la tête. Donne-moi un truc, mais simple. Bon, bah, on va se dire, il y a la licence MIT. Voilà, ça, c'est une des plus répandues. Ça l'était encore il y a 2 3 ans. Celle-là, elle est vraiment développeur friendly. Si vous regardez code source, c'est vraiment tout petit, ça tient sur ça. Et ils sont compatibles avec un peu tout, il y a peu de restrictions. On n'est même pas obligé de citer la lib qu'on utilise dans les third parties. Enfin, les trucs que personne ne lit en fait. En même temps, il n'y a pas beaucoup de gens qui les remplissent bien. Il y a encore moins de gens qui savent comment bien les remplir. Mais bon, grosso modo, c'est un peu le monde de Bisounours, cette licence-là. Bon. Mais Ada, elle se dit, ouais, bon d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des licences un peu plus précises en fait, un truc un peu plus à la carte? Bon, bah on va regarder. Il y a la licence BSD. Elle date aussi des années 80. Et bah, en fait, il y en a plusieurs versions. Et là, ça commence déjà un petit peu à se gâter. Alors, il y avait la BSD originelle à 4 clauses, où elle imposait les utilisateurs à citer la lib en question dans leur promotion commerciale. Donc celle-là, ça l'a pas fait du tout. Il y a eu une montée au créneau de certains organismes pour dire non mais attendez, c'est quoi ce bordel, on va pas imposer ça. Bon, après, il y a différentes petites clauses. Par exemple, on garde juste les copyrights dans le code source qu'on utilise. Ou alors, on va pas utiliser le nom des devs ou de la boîte qui a fait la lib qu'on aime bien pour se faire de la pub. Voilà, donc, par exemple, souvent, quand vous avez des trucs en BSD3, comme langage Dart, vous pouvez pas dire hey, en fait, on utilise Dart sur nos produits, c'est trop bien, ça déchire. Bah, techniquement, vous pouvez vous faire allumer sur ça. Même si dans les faits, ça fait de la pub. Donc, bon, personne ne va vraiment ronchonner. Et Ada, elle se dit, ok, d'accord, donc elle a son idée, bon. Elle se dit, tiens, il n'y a pas un truc à voir avec les brevets, parce que souvent on se dit, voilà, si je mets un truc en open source, je pourrais plus breveter mon code. Si on fait un algo qui déchire ou un service génial, ben, qu'on fasse des brevets défensifs ou offensifs, bon, bah, qu'est-ce qu'on doit faire en fait? Bon, il n'y aura pas plus que ça, c'est simple, allez voir un juriste, parce qu'il y a des ingénieurs brevets, il y a des juristes qui sont experts en propriété intellectuelle, et on va dire que c'est compliqué avec l'open source, pour pas dire qu'en fait c'est le bordel. Enfin, sauf les juristes. Eux, ils estiment que c'est pas le bordel. Souvent, quand vous avez une licence open source sur un projet, c'est d'abord, il y a pas mal de jurisprudence là-dessus, les termes de la licence qui s'appliquent, et ensuite, s'il y a un brevet, on va regarder ce qui se passe. Le truc bête et con, c'est que si vous avez fait un brevet sur un service et vous donnez des licences d'exploitation à différentes boîtes, bah, si vous avez publié votre code en open source, ça fait sauter toutes ces licences d'exploitation. Donc, bon, c'est vraiment le truc où vous faites vigilance. Si dans votre taf, vous avez vraiment des besoins, regardez bien les licences. Donc c'est imbitable à lire. Donc faut vraiment passer par un avis vraiment de professionnels qui sont là pour ça, quoi. Parce que moi, au boulot, je ne peux pas me passer de ma collègue juriste qui me fait un taf incroyable pour dire non, attends, là, on est en train de faire une boulette. Bon, par exemple, dans les licences open source, on a la page 2. Donc celle-là, elle a clairement mentionné des trucs en rapport avec les brevets. Mais par contre, c'est long à lire. Moi, perso, j'aime pas, j'aime pas la lire, je retiens jamais. Et bon, grosso modo, celle-là, c'est la plus répandue. Elle a dépassé la licence MIT il y a quelques années. Grosso modo, franchement, elle est vraiment cool, quoi. Il y a très très peu d'usage. Donc là, on se dit, ouais, niveau licence open source, de ce que je vous montre, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de limitation. Ça reste quand même tranquille, c'est soft. Est-ce qu'il y a des devs Java dans la salle? Ouais, on a DevOps en même temps, question con. Est-ce que, bon, il y en a qui font vraiment des tests unitaires, pour de vrai, hein. Ouais, des menteurs. Bah, par exemple, si vous avez des libs, par exemple JUnit, Mockito, Robot électrique, Espresso, ces trucs-là, bah, vous allez voir que si vous regardez les licences, au moins pour JUnit 4, si je ne me plante pas, vous avez des trucs comme ça. Des licences un peu bizarres, qui sont les licences par MPL ou LGPL. Alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Là, on va commencer à se marrer un peu. Parce que, plus que des licences open source, on a des licences libres. Vous allez voir, ça commence à se gâter. Parce que derrière la notion de licence libre, il y a la Free Software Foundation, qui a été fondée en 85, donc il y a bien longtemps avant l'Open Source Initiative, par des personnes totalement vivables, avec un melon absolument pas démesuré comme Richard Stallman. Et en gros, ils se sont dit, bon, le libre, c'est bien. Il faut manger du libre, c'est super. On va se dire qu'il y a 4 trucs absolument à respecter. Ça ressemble un peu à l'open source en fait. Il y a le droit d'utiliser le logiciel, enfin le code source, on a le droit d'étudier le fonctionnement, on a le droit de distribuer le truc, on a le droit de le modifier. Bon, en soi, on se dit bah ça reste cool quand même, ça reste tranquille. Parce que derrière, en fait, il y a ce qu'on appelle la copyleft. Alors c'est vraiment un jeu de mots pourri pour copyright, copyleft, droite d'auteur, gauche d'auteur. Non, ça sonne carrément mieux en anglais en fait, hein.
Et donc, la notion de copyleft, c'est surtout pour dire, bon, bah, plutôt que de protéger l'intérêt du mec qui a écrit le code, on va commencer à penser plus large. On va penser communauté. On va dire, bon, bah, on va utiliser le truc, on va le reverser à tout le monde. Et souvent, on dit que c'est bah, give me fixes ou give me everything. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, en fait, il y a deux façons de copyleft. Il y a deux versions différentes. Quand je vous dis que ça commence à se gâter, ça se gâte ici. Il y a ce qu'on appelle les copyleft faibles. C'est vraiment un truc un petit peu contraignant, mais pas trop. Pour les usages commerciaux, bon, ça c'est pas ultra répandu, mais grosso modo, ça impose pas beaucoup de choses. Par exemple, on a celle-là, la Mozilla Public License. Elle a 10 ans, bon anniversaire à elle. Putain, la vache, comme le Devox en fait. Et grosso modo, bah, elle implique pas beaucoup de choses. Il faut juste qu'on a un composant sous licence MPL, dire sur votre soft, votre appli, si tu veux les sources de ce composant, va là-bas. Bon. Euh, on peut utiliser ce truc-là pour du code propriétaire, il n'y a aucun souci. Juste que si on modifie la librairie en question, bah, on publie les modifications qu'on a faites. En soi, c'est quand même pas contraignant. Mais vous allez le voir après, c'est pas une bonne idée de jouer au con et de se dire je prends ma lib, je la modifie pour mes besoins, je la mets sur mon produit et personne va s'en apercevoir. Parce qu'on a par exemple des licences comme la GPL, où là on va commencer à être plus chiant encore. Donc plus chiant que le truc qui commençait déjà à être plus chiant, qui est plus chiant que le truc qui n'était pas. On cogite. La LGPL, pareil, c'est un truc, c'est pour plutôt la destination des librairies. Mais là, il y a des conditions qui vont se rajouter en plus. Histoire de dire, bon bah, mon composant, si tu fais une édition de lien statique dessus, donc par exemple, t'embarques la lib directement dans ton projet, on va pas avoir les mêmes conditions que si par exemple tu supposes que la lib est déjà installée sur la bécane. Donc oui, là, on va commencer à se faire des nœuds au cerveau. Et en fait, un des cas d'usage les plus marrants, c'est pour FFmpeg. Ce composant-là, vous le trouvez partout. Vous pouvez le trouver sur les box de vos fournisseurs d'accès Internet, sur vos téléphones, sur à peu près tout. Et il y en a qui sont trouvés assez malins de prendre la lib en question, d'un petit peu la modifier en loose D, de l'embarquer dans leurs appareils et de commercialiser ça. Sauf que tout à l'heure, je vous ai dit que c'était la Free Software Foundation qui était derrière le libre. Ces mecs-là, c'est pas les plus subtils et les plus aimables, surtout quand on les fâche. Et donc, grosso modo, dès qu'ils s'aperçoivent de ça, ils peuvent très bien aller vous chercher et entamer contre vous une action en justice parce que vous n'avez pas violé la licence. Vous avez, non, violé la licence, vous ne l'avez pas respectée. Donc, c'est pas spécialement une bonne idée de trop tricher. Donc là, Ada, juste pour un pauvre service quand même, hein, pour caser ses potes, qui la font transpirer. Elle se dit, bon, bah là, j'ai à peu près compris le truc. Et là, c'est le drame. Elle tombe sur ça, une GPL. Alors, est-ce que la GPL 3, ça parle à quelqu'un ou pas du tout? Ça parle un peu de monde. Là, elle se dit, est-ce qu'elle commence à paniquer un peu? Bah ouais, parce qu'on a maintenant ce qu'on appelle du copyleft fort. C'est bourrin. Voilà. C'est tellement bourrin que c'est vraiment le seul truc que peut supporter Richard Stallman. Même les trucs genre la LGPL, les trucs plus doux, clairement, ça les emmerde d'avoir ça. Ce qui est un peu embêtant avec les licences à copyleft fort, c'est qu'elles ont tendance à se propager à tout votre logiciel. Donc si vous avez une lib sous une licence de ce style-là, bah, potentiellement ça implique que votre code il doit être mis en open source. Mais, parce que ce serait pas drôle, ça dépend. Parce que si votre lib, par exemple, est sur un conteneur Docker, ça se propage pas. Il y a vraiment une jurisprudence et des juristes qui se sont dit, bah non, voilà, le conteneur Docker c'est isolé du reste du programme, donc on est peinard. Si en fait vous dépendez pas vraiment de cette lib là, ça se propage pas trop. Voilà. Vous voyez le développeur qui dit pas trop. Bah, si ma collègue juriste m'entendait ça, je me fais fusiller quoi. Bref, c'est pas ultra compatible avec grand chose. Et la plus connue en fait de ces licences, c'est la GPL 3. Pour vous montrer à quel point c'est subtil, il y en a une clause Liberty or Death qui dit bah, c'est pas compliqué, tu acceptes tous les termes de la licence ou tu dégages. Il n'y a pas de service à la carte, on n'est pas comme sur la BSD où on prend la version qui nous arrange. Il y a aussi une clause anti-DRM. Donc celle-là, pour la petite histoire, ça a mis le feu aux poudres entre l'Open Source Initiative et la FSF. Parce que autant dans la FSF, on a Richard Stallman qui a un melon comme ça, mais on a aussi de côté Open Source Initiative des mecs tout aussi charmants comme Linus Torvald. Les deux ne peuvent pas se stacker. Ne peuvent pas se stacker notamment à cause de ça. Parce que pour la petite histoire,
Avant, il y avait la GPL2. Donc, si vous regardez le code Linux, le code de Git, c'est sous licence GPL2. Et un beau jour, il y avait une boîte, c'était Tivoid, un truc comme ça. Je crois même pas que j'étais né en fait, donc ça commence à dater quoi. Et qui avait fait en fait un magnétoscope ou un truc du genre, qui avait embarqué un composant sous GPL2 et qui s'était démerdé d'un point de vue matériel ou crypto pour en fait empêcher quiconque de recompiler le truc ou de changer la version de ce composant. Ça l'a pas fait du tout. Donc pour ça que la FSF a rajouté cette clause-là. Et là, quand on commence à interdire les DRM avec des petites clauses en plus sur les brevets, bah finalement, Linus Torvalds et Stallman se sont engueulés de manière assez interposée. Si vous regardez le code source de Git ou de GitHub, vous allez voir dans l'entête de chaque fichier source du noyau Linux, donc ça commence à faire, un petit laïus de Linus Torvalds pour dire, grosso modo, j'accepte que la GPL2, vous avez le droit d'avoir votre avis, si vous voulez changer, merci de me demander mon accord, mais de toute façon c'est celle-là ou rien d'autre. Voilà. C'est bon. Et à côté de ça, c'est tellement l'amour fou avec Stallman que lui peut un jour, il a vu que la Free Software Foundation avait reçu le prix Linus Torvald. Et Stallman, tout cordial qu'il est, a dit publiquement, bah en fait, donner le prix Linus Torvald à la Free Software Foundation, c'est comme donner le prix Han Solo à l'Alliance Rebelle. Si vous avez un peu la référence, vous voyez à quel point c'est pas ultra cordial comme relation, quoi. Donc là, on se dit, bon, d'accord, la GPL3, c'est bourrin. On se dit, bah c'est bon, on peut pas faire plus bourrin que si. Si, on peut. On a la Affero GPL3. Donc c'est comme la GPL3, mais il y a des petites dispositions qui font que ça se propage à travers le réseau. Donc il faut voir qu'est-ce qui est entendu par à travers le réseau. Donc coucou, allez voir les juristes. Mais grosso modo, c'est quand même galère. Voilà, c'est là, il y a vraiment moins d'isolation avec ces composants-là. Donc ça veut dire que si j'ai un composant sur GPL3, il faut vraiment que je me débrouille pour l'isoler, sinon ça fait que tout mon code doit être open source, si j'exagère un peu. Donc là, c'est vraiment, vraiment galère. Mais à côté de ça, il y a quand même des produits qu'on utilise qui sont sous cette licence-là. Donc par exemple, on a Grafana, on a des trucs comme Nextcloud ou Peertube, ou Bitwarden par exemple. Bon, mais ça commence à être galère. Donc celle-là, l'OSI ne veut pas entendre parler du tout. Et pendant un moment, on était un peu comme ça. Voilà. La FSF d'un côté, l'OSI de l'autre, et clairement, c'est un peu galère. Bon, c'est vraiment pas l'amour. Fou entre eux. Et Ada, elle se dit, bon, ok, donc là, elle commence à vraiment bien transpirer, elle se dit, pourquoi j'ai voulu vraiment aider mes potes? Elle se dit, bon, bah, ok, donc au pire, je choisis la bonne licence, je mets ça sur mes applis sur les stores usuels. Est-ce qu'il y a des problèmes avec le business? Bah, ce serait pas drôle sinon. Les trucs bons à savoir, s'il y a des devs mobiles dans la salle, est-ce qu'il y a des devs mobiles dans la salle ou est-ce que je suis vraiment tout seul? Ah, on n'est pas nombreux quand même, hein. Si vous avez un projet open source ou GPL3, c'est pas compatible avec l'App Store ou iTunes. Voilà, c'est l'avis d'Apple et de la FSF. Les deux sont mis d'accord, c'est assez hallucinant. Donc du coup, là, c'est un peu galère. Si vous voulez mettre votre appli sur F-Droid, par exemple, bon, le code doit être open source. Bon. Après, voilà, on voit bien que se dit, bon, il y a pas mal de critères, de trucs à lire. C'est chiant pour savoir quelle licence il faut. Mais il n'y a rien qui interdit d'avoir des doubles licences. Donc par exemple, si on regarde Qt, eux, en fait, ils ont fait une licence commerciale. Je crois qu'ils ont arrêté avec la dernière version par contre. Et une licence open source. Si vous regardez du côté de Rust, eux, ils sont sous double licence MIT et Apache. Parce qu'ils aiment bien la MIT, parce que comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est un truc de bisounours. Mais bon, il y a des trucs dans la Apache qui les arrangent vis-à-vis des brevets. Bon, bah voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Est-ce que ça va ou est-ce que ça commence à bien transpirer dans la salle? Ouais, vu l'odeur, ça transpire trop, ouais, je pense. Et donc là, on se dit, ça commence à être chaud. Et là, il y a un de ses potes qui lui dit, hey, on est en 2022, t'as entendu parler des licences éthiques? Ça, c'est ma réaction quand j'en vois quand je fais des audits de projet. Voilà, parce que on est au XXIe siècle et on a un autre truc qui vient d'arriver depuis peu, c'est les licences éthiques avec le dernier morceau de ma Triforce, l'organisation for Ethical Source, qui date de 2020, donc ça date il y a 2 ans, c'est vraiment tout récent, et qui a dit, bon, bah nous on va définir c'est quoi la notion de programme éthique, à travers 7 principes. Bon, ça reste quand même assez sympa, faut que ça profite au bien commun, le travail est public, la communauté doit être bienveillante et inclusive, bon, on se dit, bah c'est cool en fait, c'est juste pour éviter qu'on bosse en fait tous dans une ambiance de merde.
La personne qui avait fait ça, elle avait aussi fait le Contributor Covenant, si ça parle à certains. C'est une sorte de code de conduite pour justement être inclusif, bienveillant, accepter les différences, en gros juste pas être des connards avec les gens quoi. Mais il y a un code de conduite pour ça. Ça s'appelle l'éducation, mais bon. Et la personne qui a fondé ça, eh bah clairement elle est les pas de main morte. En 2019, elle a été texto dire que l'open source initiative et la free software, eh ben en fait, ils sont plus légitimes pour arbitrer sur qu'est-ce qu'open source, qu'est-ce qui est libre. Mais eux, ils le sont. Ambiance. Grosse ambiance. Les mecs, ils se sont dit, mais quoi? Mais ça fait 20 ans qu'on se met sur le nez. D'où tu sors, toi? Et ben en fait, vous allez voir que ces licences-là, ça commence à créer des crispations. Parce qu'il y en a pas mal, dont certaines plus rigolotes que d'autres. Alors les premières qui sont apparues d'aussi loin que j'ai pu remonter, c'est par exemple des versions de la BSD3 qui étaient quand même cool à la base. Fallait juste pas faire de pub en citant le nom des mecs. Mais il y en a qui ont rajouté une clause sur le fait qu'en gros, le soft doit pas servir pour du nucléaire. Bon. Donc on se dit ouais, ok, d'accord. Bon, mais alors ça veut dire quoi? Parce que comme vous voyez, c'est juste une phrase, hein. Donc on se dit ouais, mais alors du coup, si je bosse chez EDF, du coup, je fais comment? Parce que ma boîte fait du nucléaire, les centrales, tout ça. Bon, ok. Mais en fait, ça c'était pas drôle parce qu'il y en a qui se sont dit après tout, si on est contre le nucléaire, pourquoi pas interdire tout usage militaire? Ouais. Bon, alors quand on est des petits pays, on se dit bon on s'en fout un peu. Regardez juste le business de l'armement et de la défense qu'on a en France. Ça fait mal. Ce genre de licence, clairement, ça peut vous ruiner en fait tout un business, tout un projet. Surtout que bon, derrière, on peut avoir l'OES qui peut voir que vous avez violé par exemple les termes de la licence et vous intentez un procès. Voilà. Donc c'est un petit peu rigolo. Et en 2017, on a eu celle-là. C'est vraiment à ce moment-là que ça commençait à faire vraiment du bruit. C'est la Do No Harm License. Elle est arrivée parce qu'en fait, il y avait de plus en plus de développeurs qui avaient un cas de conscience, qui étaient en train de se dire alors, on aime bien notre taf, on aime bien faire du code et tout, mais le problème, c'est que quand on s'aperçoit à quoi ça sert, on commence un peu à moins bien dormir la nuit. Un des exemples les plus frappants, c'était aux États-Unis, avec des boîtes privées, donc ICE, je crois que c'est une boîte privée, qui était en fait dédiée à la répression de l'immigration. Ces mecs-là chopaient les personnes qui essayaient en fait, d'aller aux États-Unis de manière clandestine ou illégale, sauf qu'ils ne les renvoyaient pas gentiment avec des gants de velours. C'était les matraques, les chiens balancés dans le désert. Mais ces gens-là utilisent des logiciels faits par des développeurs. Et les devs se sont dit ah merde. Ah oui, d'accord, on est un petit peu responsable de ça. Euh, L'autre exemple, c'était pareil aux États-Unis que c'est arrivé. Des développeurs qui se sont dit ouais, mais alors du coup, nous on fait du soft pour une boîte qui fait de l'armement. Ouais, ok. Ah ouais, mais en fait, c'est con, parce qu'un missile, quand ça tombe quelque part, ça fait des gros trous quand même. Il y a des gens en dessous. Ouais, bien joué les gars quand même. Bravo. Et donc là, ils se sont dit, bon, il y a vraiment une sorte d'inquiétude, grogne qui commençait à s'installer. Et cette licence-là est apparue pour dire, en gros, on essaye de pas faire de violence contre la haine et tout ça. Et on a d'autres trucs qui sont encore arrivés. Là, Atmosphere License. Donc quand je vous dis que ça commence à être le bordel, là, on est en plein dedans quand même. En gros, c'est des termes de licence qui disent que la boîte qui utilise le composant ou le logiciel en question doit réduire son empreinte carbone et ne plus investir dans les énergies fossiles. Regardez juste le programme des candidats au présidentiel en ce moment, l'écologie, voilà. Donc, est-ce que vous pensez que les boîtes vont vraiment changer? Bon, sachant que ça veut dire quoi, réduire son empreinte carbone? Est-ce qu'en fait, si on fait une filiale qui va racheter notre carbone, est-ce que nous, du coup, on est green ou pas? Bon, on sent que légalement, juriste, c'est vraiment un métier quand même. Bon, et là, on se dit, bon, d'accord, ok, donc là, ça commence à être bien borné. Et un truc intéressant qui est arrivé, on se dit, parce que souvent, ça, c'est très occidental, et notamment aux États-Unis, mais aussi des choses qui arrivent de la Chine. En fait, il y a un mouvement qui a été fait par Kat Gu, qui est une développeuse chinoise, c'est l'anti-996. Ça veut dire quoi, ça? Mais en fait, il faut lire 996, 9h du matin, jusqu'à 9h du soir, 6 jours par semaine. Ça, c'est les cadences de travail de pas mal d'entreprises en Chine. Et il y avait même un dicton, ou un proverbe ou citation qui disait souvent c'est 996 ICU, donc Intensive Care Unit. En gros, on bosse comme des forçats, on fait nos urgences parce qu'on est juste mort, enfin ou presque, ou pas.
Et donc, il y a des développeurs qui se sont dit, ouais, mais donc nous, on fait du logiciel pour des boîtes, mais on sait que derrière, il y a des personnes qui vont trimer mais plus de 60 heures par semaine. Donc, ils se sont dit, on va faire une licence pour dire que les entreprises qui veulent utiliser des composants sous ça vont s'engager à réduire le temps de travail. On se dire, bon, ok, bah, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau. Eh ben même pas, parce qu'en ce moment, ça arrange plutôt le gouvernement de Pékin de trouver les boîtes qui font trop bosser les gens. Et donc, il y a même eu un double effet qui se coule où des entreprises disaient, bah ouais, moi je veux bien utiliser ce composant-là et je m'engage du coup à respecter les termes. Surtout, mettez-moi sur votre liste s'il vous plaît. Et on a un triple effet qui se coule où il y avait des boîtes qui ne voulaient pas le faire, qui étaient connues pour faire trop bosser les gens, qui se sont retrouvées sur une liste noire. Et Pékin, de temps en temps, n'avait juste à regarder pour aller choper les boîtes qui faisaient trop bosser les personnes. Voilà. Donc on se dit, ah ouais, on est juste sur une licence pour un logiciel quand même, hein. Ça commence à avoir des vraies implications sociétales. Et on a, en 2021, celle qui est arrivée avec l'OES, la licence hippocratique, qui est un peu la synthèse de tout ça. C'est comme le serment d'Hippocrate pour les médecins, mais on va faire la même chose niveau licence de soft. Ok. On ne doit pas menacer ou nuire au bien-être des personnes ou des groupes défavorisés. Donc ça, c'était surtout justement pour tout ce qui est immigration, tout ce qui est armement, tout ce qui est surveillance. Bon, on peut se dire, d'accord, ok, cette licence-là, elle commence à être vraiment adoptée. C'est plus de 200 000 projets en fait. D'après l'OES, d'après la police, je sais pas. Mais bon, on se dit, ok, d'accord, il y a ces licences-là, et clairement, quand on voit qu'on ne doit pas menacer les personnes, on doit restreindre les usages, ça fait qu'en gros, il n'y a juste plus de relation possible entre la Free Software Foundation, l'Open Source Initiative et l'OOS. Clairement, c'est fini entre eux. Bon, l'histoire était déjà pas très romancée, mais bon. Donc on peut se dire, bon bah d'accord, ok, bon, ça commence à bien faire. Est-ce qu'on peut encore faire plus bourrin, plus radical que cette licence? Bah oui, bah oui. Parce qu'en fait, on a la Peer Production License. Celle-là, grosso modo, s'il avait un parti politique, ce serait le NPA avec Philippe Poutou. J'ai rien contre lui, mais c'est littéralement, dans la profession de foi, quand vous regardez, c'est pour contrer le capitalisme, voilà, et encadrer tout usage commercial pour produire des biens communs. J'ai pas trouvé beaucoup de projets qui avaient ça, à part CopCycle, un organisme ou un collectif de services de mise à disposition de vélos. Eux, ils ont fait tout un tas de soft, mais ils ont dit, bon bah nous, en fait, on aime bien notre soft, mais on n'a pas envie que ce soit récupéré par des boîtes qui se font de la maille derrière, en fait. Donc là, on se dit, la question de base, ouais, d'accord, juste faire un truc open source, mais on se dit, mais on fait quoi en fait là? Là, ça commence à être vraiment galère. Parce que bon, on est en 2022 et bah, le constat en fait, c'est que c'est vraiment un couteau tiré entre ces trois-là. C'est encore plus la bagarre. On a l'OSI, la FSF, qui étaient déjà pas ultra super cordial entre eux, mais qui se sont mis d'accord très rapidement pour dire que ce que faisait l'OS, c'était juste n'importe quoi. Voilà. Les mecs, ils ont réagi en même pas un mois. C'était fabuleux, quoi. On se dit, la vache, ils s'engueulent pendant 20 ans. Alors là, par contre, ils sont tous d'accord. C'est fabuleux. En fait, ils sont pas pour les licences éthiques, parce que si on prend juste les critères open source que je vous ai montré tout à l'heure, bah, qu'on doit pas utiliser pour en fait telle personne ou pour des personnes qui commettent des violences ou d'autres, bah, en fait, c'est de la discrimination. Bon, positive en quelque sorte, vu on interdit des gens de faire des choses mal, mais bon, entre ça et la restriction sur les usages, on ne doit pas utiliser dans du militaire ou du nucléaire, bah en fait, les critères open source, ils sont pas respectés. Voilà. Et même quand on regarde les libertés du libre, bah c'est pareil en fait. Si on commence à restreindre les usages, Richard Stallman, quand il était encore à la FSF, avait dit non, mais si tu restreins les usages, c'est pas libre. Voilà, c'est ce que tu veux, mais c'est pas libre et nous on ne te reconnaît pas. Parce que voilà, on a cet état des lieux. On a des licences déjà qui sont pas compatibles entre elles, ok. Et on se dit bon, bah si on veut choisir une licence pour son projet, pour sa librairie, bon on fait quoi? Est-ce qu'on prend un truc open source? Bon, il y a tout plein de licences, il y en a des centaines, il n'y a pas de copyleft, c'est vraiment tranquille. Ou est-ce qu'on va être un peu plus radical, on va prendre du libre, donc il y a du copyleft faible ou fort qui vont vraiment poser des conditions. Ou est-ce qu'on part sur de l'éthique, avec ce qu'on appelle du copy far left. Donc là, c'est vraiment t'interdire des usages, c'est pour le bien commun, c'est pour la communauté. Donc là, on se dit, il va falloir choisir entre ces trois-là. Mais ce serait pas drôle sinon, parce qu'on a aussi un autre truc à savoir, c'est que, bah, comme je le dis depuis tout à l'heure, il faut demander l'avis à un juriste. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, quand on parle de licence ou de projet open source, bah faut scoltiner le droit d'auteur ou les droits patrimoniaux, qui varient selon les pays, ce serait pas drôle sinon.
tout ce qui est propriété intellectuelle, tout ce qui est brevet, ce serait pas drôle sinon, et aussi le droit des marques, par exemple. Parce que vous n'allez pas faire un projet dont le nom il va ressembler vaguement à un autre truc commercialisé. Potentiellement, vous allez avoir les messieurs en noir qui vont toquer à votre porte. Mais si je reviens du coup au problème initial qu'on avait, quelles sont les meilleures licences open source, bah ouais, moi j'ai pas la réponse. Et là, en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont vraiment devant un cas de conscience. Parce que si on regarde ces dernières années, on a par exemple la traite des Rohingyas en Birmanie, on a des traites de migrants, la répression des Ouïghours. Donc clairement, d'un point de vue humain, euh, ça craint. Je parle même pas de la guerre en Ukraine en ce moment. On a des problèmes des scandales de surveillance de masse avec Pegasus, avec Prism. Pegasus, c'est du logiciel quand même. On a aussi des gros problèmes environnementaux qui se voient pas trop sur le slide. Un peu comme des programmes écologiques des candidats en fait. Par exemple sur la fonte du pergélisol, parce que qui va relâcher un paquet de trucs, comme des choses sympas comme l'anthrax par exemple. On se tape des dômes de chaleur d'un côté ou des gouttes froides de l'autre, des algues vertes en Bretagne, les boues rouges au Brésil. D'un point de vue environnemental, c'est juste la cata, et il y a des devs qui se disent ouais mais en fait, il y a peut-être moyen que nous, en tant que col bleu, que tâcheron du code, il y a peut-être moyen qu'on se dise que non, on veut changer les choses. Parce que les gens, en fait, ils se disent, mais ok, on veut bien faire notre taf, d'accord. Certains vivent très bien de bosser dans l'armement, dans le nucléaire ou dans de l'interception légale ou autre. Bon, chacun se fera son avis. Mais les gens se disent, en gros, quel avenir on veut donner à notre logiciel et à ses usages, mais qu'est-ce qu'on veut finalement protéger. Si vous discutez avec des personnes, les millennials ou la génération Z ou je ne sais pas quoi, leurs enjeux, leurs convictions, leurs motivations, c'est plus vraiment les mêmes que celles de leurs parents en fait. Et donc du coup là, on est vraiment devant un choix à faire. Bon, pour l'instant les licences éthiques sont pas encore là, mais il va falloir choisir à un moment entre licences libres open source, donc ce qu'on voit dans le terme FLOSS en fait, Free Libre Open Source Software, et faire un choix avec les licences éthiques. À vous de voir. Si vous avez un projet perso, qu'est-ce que vous voulez prendre? Si vous voyez un projet comme ça au boulot ou une lib sous une licence éthique, vous allez faire quoi? Ou alors si vous travaillez dans une industrie qui vous dérange, est-ce que vous allez réussir à passer outre ou pas? Là, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de bonne solution. Chacun va devoir en fait se dire que on est face à cette décision à prendre et elle est un peu impossible personnellement, je trouve. Enfin bref, quand on voit Don't Be Evil façon Google, bon ouais, mais Don't Be Evil, be éthique, d'accord. Mais est-ce qu'à un moment on veut pas être plus radical? Voilà, est-ce qu'on va se contenter du libre? Est-ce qu'on va aller directement sur de l'éthique? Est-ce qu'on est prêt à ruiner des business ou pas? Là, c'est vraiment une question que chacun doit se poser. Et là, j'ai 10 minutes de questions, j'ai explosé le chrono. Tiens, d'ailleurs, alors, petit truc rigolo aussi. Si vous allez sur le site, si vous tapez par exemple sur votre moteur de recherche préféré Orange Open Source, vous allez voir en fait on a tout un site avec nos projets open source à nous, mais on a différentes rubriques sur les logiciels à la maison, les téléphones, tout ça, et on va mettre dedans notamment le code source ou les binaires des composants qu'on utilise, surtout quand on a de la LGPL ou du FFmpeg ou autre. Mais en fait, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble de mettre à disposition un code source, un truc qui fait flipper quand on lit la licence, en fait c'est juste un site web, on indique clairement où trouver le truc. Voilà, vous pouvez faire un saut là-dessus, vous allez voir, il y a des trucs sympas. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que j'ai assommé tout le monde? Ou est-ce que vous avez la dalle? Vas-y. Bonjour, merci. Une question simple, c'est comment savoir, parmi toutes les librairies qu'on va tirer avec des outils comme Maven ou Gradle, ça va dans tous les sens, comment on sait quelle licence on tire? Ça, c'est une question qui est bonne. En fait, il y a déjà quelques outils qui existent. Alors, si tu regardes par exemple admettons côté Android ou NPM, tu as des libs. Alors, j'ai pas les noms en tête, si tu veux, je pourrais te les donner plus tard parce que j'ai ça quelque part sur la machine. Il y a des outils qui vont en fait regarder soit le fichier de dépendance Node ou le fichier Maven et qui vont requêter eux-mêmes Maven Central, Maven Repository et te dire je suppose que ce composant est sous telle licence. Tu as des outils qui fonctionnent pas trop mal mais qui sont très orientés plateforme en fait. Et ensuite, on a d'autres. Tu as des gros outils industriels comme Palamida
qui en fait c'est une grosse boîte derrière, où eux en fait ils ont des corporats de texte et de code source qui s'entraînent à force que tu fais des itérations dessus. C'est très long, il me semble que la licence est vraiment onéreuse. Par contre, ça te fait un rapport béton, et l'outil est capable de te dire que tu as été copié-collé du code d'un autre projet que tu as scanné ou d'un dépôt GitHub et qui est archivé depuis 5 ans en fait. Bon, par contre, c'est vraiment une grosse bécane. Et il y a un autre outil que alors, nous on utilise chez Orange qui s'appelle Fossology, donc Foss comme Free Open Source Software, puis Ology avec un Y à la fin, où là en fait on fait des scans de code et il va pouvoir potentiellement s'en tirer. Mais l'outil est largement perfectible parce qu'il ne va pas aller chercher de manière transitive tes dépendances, quoi. Donc c'est une de mes activités. Quand je dis que je fais du site de code, et à un moment j'ai pas le choix, je passe par cet outil-là, et sinon je prends le projet et je fouille le code, je chope les fichiers pom.xml ou build.gradle et bon coup de Google et puis je regarde. Ce qui est long, ce qui est assez infernal quand on a des gros projets type J2E avec du Spring et des libs partout. Je déteste vraiment les développeurs back-end pour ça. Mais respect quand même, mais bon. Ouais. Du coup, moi j'avais une question un peu juridique, désolé. Un rapport aux droits locaux, typiquement, j'utilise un logiciel à licence éthique. Quelle valeur ça a en fait en France si je fais mon truc qu'en France en fait? Eh ben ça, c'est une excellente question. Et comme tu as dit, je suis vraiment emmerdé pour te répondre. Je suis emmerdé parce que le truc, c'est que si tu regardes bien, ça a 2-3 ans. Donc la jurisprudence sur ces trucs-là, elle est pratiquement nulle. Et c'est le peu de cas qu'on peut trouver, ce serait aux États-Unis. Et encore en fait, parce que les licences commencent à arriver, mais pour l'instant, il n'y a pas encore de procès retentissant qui fait que les juristes commencent à s'y intéresser. Donc quelle est la valeur juridique de ce truc-là? Je vais pas te répondre parce que j'ai vraiment pas envie de te dire une ânerie. Ceci étant dit, on a l'exemple à montrer en fait qu'il y a pas mal de procès qui sont faits avec des licences custom avec des clauses particulières qui n'étaient plus vraiment des licences originelles. Mais dans ces procès-là, tu as des développeurs qui ont attaqué telle ou telle entreprise et tu avais la Free Software Foundation qui a dit ok, il n'y a aucun problème, on vous met un expert à contribution pour vous aider dans votre procès. Donc en fait, même si c'était des petits développeurs, en fait, tu avais carrément la FSF qui a dit non, votre combat est légitime, moi vous aider juste parce qu'ils ont violé votre licence, quoi. Donc, je vais pas pouvoir te répondre parce que j'ai pas la réponse. Vous avez parlé de logiciels qui utilisaient deux licences simultanément. Ouais. Comment on sait quelle licence il faut prendre en compte quand on veut utiliser le logiciel? Alors, soit les développeurs du projet, ils sont ultra sympas et ils te disent clairement, par exemple, telle partie de code sous telle licence, telle partie sous telle autre. Soit potentiellement, ils te disent juste, en gros, si c'est pour un usage commercial, c'est celle-là, sinon c'est une autre. Et si c'est pas indiqué clairement, tu vas lancer une pièce. Pour ça que je demande à chaque fois à mes collègues, parce que ça va dépendre après de ta licence. Si je prends le cas de Rust, alors vu que c'est de la MIT de la page 2, des recherches que j'ai vues dans la littérature, ce serait la MIT qui s'applique d'abord, sauf pour les cas des brevets spécifiques à la page 2. Donc là, tu dis, ouais, ok, ça répond pas trop à la question, mais en fait, c'est pas si fréquent de voir des doubles licences, mais quand on en a, souvent les développeurs précisent. Et quand ils précisent pas, t'as pas d'autre choix que de leur demander, quoi. Vas-y. Bonjour. Déjà, donc c'était juste pour plutôt apporter peut-être une précision, notamment sur les licences qui ont une portée environnementale, puisqu'il y a eu une réforme récente en France qui implique que les entreprises fassent un bilan environnemental et s'engagent sur des actions environnementales. Du coup, on pourrait voir éventuellement une émergence, une augmentation de l'utilisation de ces licences. Et de façon générale, d'ailleurs, sur la question de la portée en France, ça a une valeur contractuelle, la licence. Et toute disposition contractuelle qui n'est pas illégale a valeur de loi entre les parties. Voilà. Donc, a priori, l'engagement, l'utilisation d'une licence, elle est, a priori, sauf si elle contient des dispositions illégales, elle est contraignante pour l'entreprise. Voilà. J'adore ce genre de réponse, en fait. Voilà, c'est mieux expliqué que ce que j'aurais pu le faire. Merci pour la précision, du coup. Oui. Bonjour. J'ai deux petites questions. Et du coup, par rapport aux licences éthiques, est-ce qu'il existe des genres de librairies vides, mais que les entreprises peuvent prendre dans leur projet juste pour dire nous, on a cette licence éthique, on ne veut pas que nos
produits soient utilisés pour... Des librairies vides. je veux dire, comment dire, par exemple, si on veut juste s'appliquer on ne veut pas que le code soit utilisé dans le nucléaire et l'armée, mais qu'on n'a pas besoin de code je veux dire, on n'a pas besoin du librairie, du coup une librairie qui n'aurait pas de code, mais qui serait attachée à la... Non, j'ai Non. vraiment pas d'exemple. Ok. Non, parce que souvent, j'ai pas d'exemple dessus. Et c'est pas les entreprises qui veulent imposer ces conditions-là, c'est surtout les développeurs en fait. Donc souvent, tu as vraiment une lib avec du code et ton dev derrière qui va mettre les licences. Là, j'ai pas d'exemple en tête là. Ouais, merci pour la présentation hein, sur ce sujet que nous aussi on a dans la société où je travaille. Pareil, la précision hein, que tu as dit dans les questions, au début des questions, tu l'as mentionné, c'est hyper important de sensibiliser les gens en fait, au copier-coller. En fait, tous les développeurs vont sur Stack Overflow, vont sur Internet, et en fait, les nouveaux outils sont capables de savoir la licence de ce qu'il y avait sur Stack Overflow et compagnie. D'ailleurs, il y a un truc particulier. Et en fait, on pourrait se dire pas vu, pas pris, mais non, les éditeurs viennent voir les sociétés, demandent des audits. Et quand il y a un changement de licence sur Anaconda, sur MongoDB, sur Grafana, en général, on reçoit des gens qui viennent vérifier si on ne viole pas les licences. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention au copier-coller ou au fait de ne pas respecter les licences. D'ailleurs, juste pour vous coucher moins bête, copier-coller du code sur Stack Overflow, d'après les conditions d'utilisation, c'est safe, parce que c'est de la Creative Commons, si je ne me plante pas. Par contre, si vous avez un code sur GitHub, il n'y a pas de licence rattachée clairement à ce projet, donc pas le fichier licence.txt ou copying, ou rien qu'indique dans les sources la licence que c'est, ne faites pas la connerie de copier-coller le code, parce que d'après les CGU de GitHub, c'est du code propriétaire. Donc souvent, quand c'est comme ça, faites un petit ping, une petite issue sur le dépôt GitHub pour dire « Hey, t'as oublié de mettre la licence, je voudrais bien la copier. » Donc voilà. Bon. Plus de questions? Je pense qu'on peut tous aller manger.